Ah, t'es déjà là? Qu'est-ce que tu foutais? Viens. Ma mère. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Moi, je retourne ce soir. Bonsoir. Je te pardonne. C'est des phrases qu'on a entendues dans ce film. Alors, je pense que c'est très compliqué de prendre la parole après un film comme ça. Nous, on a l'avantage, c'est qu'on l'a vu il y a un moment, vous venez de le voir. C'est signé Emmanuelle Berco. Emmanuelle Berco, c'est pas une petite jeune dans le monde du cinéma. Actuellement, elle tourne un film qui s'appelle Goliath, qui va être aussi un événement pour 2022, puisque ça sera un film qui va être basé sur les OGM et les pesticides. Encore un truc hyper intéressant, pour ne pas dire émouvant aussi, puisqu'il s'agira aussi de cancer lié à ce niveau. Donc notre soirée, elle est basée sur le cancer. Mais bon, le cancer, c'est pas non plus... c'est pas parce qu'on prononce le mot cancer qu'on est mort, même si dans le film, apparemment, c'est le cas. Ce film, de son vivant, qui porte bien son nom, c'est que jusqu'à la fin, on reste vivant. Il y a deux événements importants dans la vie qui se passent, sur lesquels on n'a aucune action. C'est la naissance et c'est la mort. Entre les deux, vous mettez ce que vous voulez. Mais ces deux trucs-là, a priori, l'être humain passe par ces deux endroits. Voilà. Et Emmanuelle Berco voulait faire à la base un film, un mélodrame, comme elle le dit, un mélo, sur une mère qui perd son fils et du cancer. Ça, c'est un projet qu'elle avait à peu près dans les années 2014. En 2016, elle va présenter son film La tête haute au Festival de New York, Festival francophone de New York. Et le docteur Gabriel Sarah, que vous voyez dans le film, qui joue son propre rôle, l'oncologue, vient à la fin de la séance la féliciter de son film, de son travail, parce qu'il aime ce que fait Emmanuelle Berco. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu La tête haute, n'hésitez pas, c'est un film très intéressant. Et donc finalement, à travers cette rencontre, il lui dit aussi, moi je travaille dans le domaine du cancer et je ne suis pas tout à fait comme les autres, j'ai une certaine philosophie, et cette philosophie, j'aimerais bien vous la présenter. Finalement, ça résonne quand même dans la tête d'Emmanuelle Berco, puisque quelques années avant, elle a ce projet de faire un film sur le cancer. Donc elle revient à New York, mais un an après, pour parler du projet et pour visiter ce service. Finalement, elle va y rester 3 semaines. Elle va complètement vampiriser ce qui se passe dans le service du docteur Gabriel Sarah, et le film va naître de là. Ensuite, vous connaissez un peu l'histoire, il arrive le Covid, ce qui va empêcher un petit peu le tournage. Il va arriver aussi au moment du tournage un accident, un AVC pour Catherine Deneuve. Donc ce tournage va se faire en trois parties, finalement. Et puis au début, je reviens un peu avant le tournage, elle n'a pas l'intention de faire tourner le docteur Gabriel Sarah, et finalement elle trouve personne, aucun comédien qui est à la hauteur de son discours. Donc elle lui fait faire des essais en tant que comédien, ça ne marche pas vraiment. Et puis finalement, en discutant avec lui, elle lui dit écoute, fais comme tu es. Donc dans le film, il ne joue pas un personnage, il est vraiment son rôle. Et l'objectif aussi ce soir, c'était d'avoir des vrais médecins, parce que ce film reste un film. On n'est pas dans un documentaire, ça reste du cinéma. Et effectivement, c'est un peu une situation peut-être un peu utopique. Donc l'objectif de ce soir aussi, c'est de discuter avec vous autour du cancer, mais pas qu'avec vous, parce qu'il y a des patients et il y a aussi des médecins. Donc j'ai demandé à 2 médecins, 2 générations différentes. Alors je sais qu'il y en a un qui va encore me dire que je le mets dans une case d'une génération différente. C'est des petites générations différentes, hein. Un jeune médecin, un médecin plus mûr. Donc c'est Xavier Lambertin, qui est médecin à la Chapelle-Lepeau, qui a failli être un peu en retard parce que ce soir il bossait encore. Et puis Charline Bonnet, qui est en l'occurrence aussi ma fille, qui est jeune médecin depuis peu, à la fois dans la Somme, dans l'Oise, et voilà, dans leur pratique. On va s'asseoir si vous voulez bien. On peut les remercier aussi d'être là ce soir. Charline, Xavier, moi je vais les appeler par leur prénom, hein, je les connais un petit peu plus que vous. Ce film, donc vous l'avez vu avant le public, vous en avez pensé quoi? Bonsoir déjà.
Un film très émouvant, qui dégage beaucoup d'émotions, et quelque peu, un petit peu utopique aussi. Ça reste un film très, très touchant en tout cas. Xavier? Ouais, bonsoir à tous. Effectivement, comme dit Charline, c'est un film très émouvant. Alors moi, on m'avait envoyé un petit texto avant que je vienne voir le film en disant préparez vos Kleenex. Donc j'ai voulu regarder ce film-là d'une façon un peu plus technique. Donc j'ai voulu prendre un peu de recul. C'est vrai que c'est un très beau film. C'est vrai qu'on rêverait tous de pouvoir exercer la médecine comme fait le docteur Sarah. Non, sinon, bon, l'histoire, ça reste une histoire. Hein. Mais c'est vrai que la façon dont il filme, dont Emmanuel Barco a filmé toute cette évolution de la maladie jusqu'au terme, c'est vrai j'ai retrouvé pas mal de similitudes avec la vraie vie, quoi, notre façon de prendre en charge les patients. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que finalement, le cancer, on en parle. En ce moment, on parle beaucoup plus du Covid que du cancer. C'est les malades du cancer. Je me sens un peu concerné. On a tendance un peu à nous oublier. Et finalement, le cancer, c'est quoi en France actuellement? C'est 350 malades du cancer en ce moment, en tout cas du cancer de la prostate. Donc je ne vous nomme même pas les autres cancers. Alors pourquoi le cancer de la prostate? J'aurais pu en choisir d'autres, parce que une, il me concerne, et deux, donc pourquoi pas, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et aussi parce que ce cancer est le premier cancer chez l'homme, et que ce mois-ci, le mois de novembre, est le mois des cancers masculins. Et les cancers masculins, c'est une association américaine de bikers américains, qui est surtout là pour faire des sous, qui s'appelle Movember, qui a comme emblème du fait de se faire pousser la moustache pendant le mois de novembre. Je trouve ça assez paradoxal quand même. Quand on connaît un petit peu plus le cancer de la prostate, on sait qu'on a des traitements qui sont des traitements hormonaux qui vous fait perdre quasiment l'ensemble des poils de votre visage. Et d'ailleurs, donc il est un petit peu compliqué quand même de se faire pousser une moustache. Donc je trouve que l'emblème est complètement à côté de la plaque. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. C'est un peu marketing, tout ça. On a Octobre Rose, on a Movember. Tous les mois, on a un cancer différent. Je pense que tous les malades du cancer, on s'en fout un peu de ça. C'est pour nous quelque part du marketing. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 18 millions de nouveaux cancers par an. Alors, si vous avez les chiffres du Covid, c'est pas pour faire une comparaison, hein, mais on en est très très loin. Près de 10 millions de ces gens-là vont décéder. C'est pire que le film, je vous jette bien un froid. Un homme sur 8 et une femme sur 11 meurt de cette maladie. Donc ça veut quand même dire qu'il y a 7 hommes qui survivent et 10 femmes. Et c'est son importance quand on est médecin. On est face à cette consultation qui est la première consultation où on a souvent reçu des analyses biologiques ou un IRM ou les résultats d'un IRM, les résultats d'un scanner. Et on sait ce qu'il y a dedans, on sait ce qu'on va devoir annoncer. Le docteur Sarah dit pour lui dire complètement la vérité au patient. On ne lui ment pas. Vous, dans votre pratique, alors je vais demander à Xavier dans un premier temps, comment vous êtes confronté à ça? Comment vous êtes face à cette consultation d'annonce d'une maladie grave? Là, en l'occurrence, le cancer, mais je pense qu'annoncer un Alzheimer ou autre, c'est pas mieux. C'est une maladie qui va complètement impacter votre vie. Parce que, pour aussi la petite histoire, quand vous rentrez dans le cabinet d'un médecin, moi, ce n'est pas un généraliste qui m'a annoncé mon cancer, mais un spécialiste, vous rentrez, vous êtes en forme. Vous ressortez, vous êtes cancéreux. Et franchement, ça se fait très vite hein, quand même. Et après, tout s'enchaîne. Et du côté patient, il y a un moment donné, quand le terme cancer est annoncé, ou le cancer scientifique carcinome, il y a comme un mur du son qui se passe et on n'entend plus rien. Voilà. Et vous, donc, en tant que médecin, l'envers du décor, ça se passe comment, Xavier? Déjà, par rapport au docteur Sarah, moi je suis médecin traitant, donc c'est-à-dire que les patients, moi j'ai des patients que je suis depuis qu'ils sont tout petits, qui ont maintenant 25-30 ans. Donc on n'a pas la même relation avec
avec nos patients. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, mes patients, c'est un peu ma famille, quelque part. Donc c'est vrai que ce genre d'annonce, c'est très, très compliqué. Je peux vous dire que quand on reçoit des résultats qui sont annonciateurs de cette maladie, on ne dort pas bien la nuit d'avant parce qu'on sait que le lendemain, on va voir le patient et on ne sait pas par quel bout on va pouvoir lui annoncer. On sait qu'il y a des gens qui font... moi, je suis toujours très surpris de la réaction. Parce qu'on a des gens qui viennent nous voir très régulièrement. Alors, on appelle ça un tutu, un nunu. Voilà. Et on se dit, le jour où ils vont avoir quelque chose de grave, ça va être catastrophique. Et parfois, ces gens-là réagissent très, très bien. Ils sont très forts face à cette maladie. Et inversement, des gens qu'on pensait très costauds s'effondrent complètement. Alors, dire la vérité, alors Dr Sarah, c'est bien dans le film, d'accord, mais je peux vous dire que quand vous vous retrouvez face à un patient, on est là, on se gratte la tête, on se dit, est-ce qu'on lui dit, est-ce qu'on lui dit pas? C'est un cas de conscience à chaque fois. C'est pas si simple que dans le film. Parce que je pense que toute personne n'est pas apte à recevoir cette vérité. On parle, moi, quand je discute avec des patientes, là j'ai encore le cas d'une patiente d'une 40aine d'années à qui on a dû annoncer, et j'ai dû lui annoncer qu'elle avait un cancer du sein qui était très agressif, on allait lui faire une mastectomie totale, c'est-à-dire qu'une mastectomie totale, c'est qu'on enlève complètement le sein, parce qu'on sait que maintenant... ils essayent de préserver au maximum, donc c'est une tumorectomie, c'est-à-dire qu'on enlève juste la tumeur, en essayant de préserver la glande mammaire. Et là, donc, c'est un tsunami. Tout s'effondre autour de vous. Donc, moi, je me mets aussi à la place du patient. Je me dis, si un jour je dois entendre cette annonce-là, comment je vais réagir? Donc, le docteur Sarah, c'est bien. C'est ce qu'on disait avec Charline, on en parlait avant. Ça reste un film, c'est pas vraiment la vraie vie. Chaque cas est différent. On peut pas, je pense, annoncer à tout le monde, dire à tout le monde la vérité comme ça. C'est pas possible. Brut de décoffrage. Je crois que chaque situation, chaque patient est différent. Donc voilà, c'est très compliqué, très très. Et je crois que c'est la situation la plus complexe que pour un médecin, c'est de se retrouver face au patient et de devoir lui annoncer une maladie grave, effectivement, et qui est parfois incurable, malheureusement. Et toi, Charline, c'est plutôt en milieu hospitalier que tu as été confrontée à ce genre de choses, et en plus pour des premières fois, parce que quand on est jeune médecin, qu'on arrive dans les services, et souvent les services d'urgence, parce que les internes, on les met, évidemment, c'est comme les policiers, jeunes policiers, on les envoie en banlieue, et donc les jeunes médecins, on les envoie aux urgences. Tant qu'à faire, autant envoyer ceux qui démarrent au front. Donc on t'envoie... et là, ça peut être une découverte fortuite. Et comment ça se passe? Ça se passe qu'on se débrouille. On a chacun a ses ressources et on fait comme on peut, en sachant que il n'y a pas vraiment de protocole ou c'est pas très clair. C'est pas comme c'est pas un cours d'anatomie ou autre. Il n'y a pas de cours vraiment dédié à ça et on n'est pas forcément formé au cours de nos études, à part si on cherche à se former par nous-mêmes. Il n'y a pas de consensus. Voilà, on fait comme on peut avec la délicatesse qu'on a ou pas, et on regarde un peu comment les autres font, s'ils le font et s'ils le font bien. Enfin voilà, mais en général, moi, le sentiment que j'ai eu à chaque fois, c'est que j'étais un peu livrée à moi-même, et puis c'est vraiment un dialogue, un échange avec le patient, et puis on se rend compte de toute façon si on fait bien les choses ou pas. On a un certain retour, et ça, on le comprend très vite, et voilà. Donc, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que finalement, dans vos études, quelle que soit la période où vous avez fait vos études, on ne vous apprend pas à annoncer ce genre de nouvelles. Non. Non, clairement, donc ça, non. c'est important, parce que vous, dans la salle, il y a peut-être des patients. Si vous avez eu affaire à des médecins maladroits, après, il y a des crétins, mais il y en a dans toutes les professions. C'est peut-être aussi tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas été formés pour. C'est-à-dire que les études de médecine sont avant tout
des études qui sont vraiment orientées sur le côté technique et le côté physiopathologique. Enfin, je ne raconte pas donc l'anatomie. On fait première année, on nous demande de faire des maths et de la physique pour la sélection, mais c'est vraiment des études scientifiques pures. Le côté humain, en fin de compte, est complètement laissé de côté. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire comment aborder la chose avec de jeunes, parce qu'on a quand même des étudiants qui ont 18-19 ans qui rentrent. C'est pas aussi simple que ça. Comment faire rentrer ça dans un cours? Je pense que, comme disait Charline, on est tous différents. Vous allez avoir des médecins qui vont avoir beaucoup d'empathie, qui vont porter la chose avec délicatesse et tout ça. Et moi, je me souviens, quand j'étais interne, il y avait un médecin qui, je pense qu'en fin de compte, c'est parce qu'il ne savait pas comment prendre les choses. Il était très embêté et il voulait se protéger. Il ouvrait la porte. Moi, je me souviens d'avoir vécu cette situation, il ouvre la porte. Monsieur Tartampion, moi, je suis désolé, hein, vos résultats sont pas beaux, c'est un cancer, donc on vous reconvoquera la semaine prochaine pour la suite des événements. Pof. Il referme la porte et il s'en va. Vous imaginez un petit peu. Et je pense que c'est parce qu'il ne savait pas comment faire et il se disait, voilà, je vais rentrer dans la chambre, comment je vais annoncer ça? En fin de compte, il se protégeait quelque part aussi. Il avait lui aussi peur de la maladie. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que alors je sais qu'à Descartes, c'est fait, par exemple, c'est pas fait à l'université d'Amiens, dans les Hauts-de-France en tout cas, mais à Descartes, à Paris, c'est fait depuis peu, hein, mais on fait appel à des associations de patients qui viennent discuter avec les étudiants, alors pas les premiers cycles, hein, au moment où ils sont internes, justement de notre connaissance en tant que patient. En tant que patient expert, nous aussi, on sait, on nous l'a annoncé à un moment ou à un autre, plus ou moins bien. Moi, j'ai franchement pas à me plaindre. Je trouve que, de toute façon, c'est quand même une mauvaise nouvelle qu'on apprend. Hein. Donc, d'une façon ou d'une autre, on va un petit peu passer par toutes les phases, un peu comme dans le film. Il va y avoir le déni, il va y avoir la colère, et puis peut-être la résignation arriver à un moment donné. Et donc, face au médecin, on va en vouloir à quelqu'un, que ce soit le médecin, que ce soit l'infirmière, la secrétaire. Enfin, il y a toujours quelqu'un dans la bande qui va manger. Mais là, pour le coup, moi, je sais que le lendemain de l'annonce du cancer, j'ai envoyé un mail, le soir même, j'ai envoyé un mail à l'urologue qui m'avait appris la mauvaise nouvelle. Et le lendemain, j'avais un mail complètement détaillé, mais vraiment totalement détaillé, c'est-à-dire qu'il a vraiment pris son temps, où il revenait sur tout ce qu'il m'avait dit la veille que j'avais absolument pas intégré. Et ça me permettait de savoir quoi, où, comment, par qui, pas spécialement par lui, aller demander un avis ailleurs. Enfin, voilà. Après, c'est vrai que c'est pas toujours le cas non plus en médecine, pas du tout chez les généralistes. Les médecins généralistes, ils sont habitués justement à envoyer chez les autres. Donc ils ont l'humilité du fait que c'est pas des dieux sur terre. Mais c'est vrai qu'on a quand même certains médecins spécialistes que si ils nous annoncent un urologue, c'est avant tout un chirurgien. Donc il va avoir, pour le coup, c'est rare qu'il nous envoie voir un oncologue. Il va plutôt nous conseiller la chirurgie puisque c'est lui qui opère. Donc voilà, il y a tout aussi ce côté qui l'annonce. Mais je crois aussi ce qui est important dans la pratique du médecin généraliste, c'est de se retrouver tout le long de ce voyage avec ce passager clandestin qui est le cancer, de se retrouver à côté du patient. Parce qu'il y a les traitements, il y a après la trouille de la récidive, il y a des fois retraitement, différents traitements, et à chaque fois, le point de rappel, l'endroit où on revient entre tous ces éléments-là qui se sont faits à l'hôpital, et puis après, quand on est livré à soi-même et qu'on dit, on ne vous dit pas vous êtes guéri, hein, en cancérologie c'est rare, on parle de rémission, un mot dont en général les cancéreux ont en horreur, parce que ça ne veut rien dire, être en rémission. Toute cette phase-là, elle se passe chez le médecin généraliste. Vous avez toute cette ponctualité où
Et là, il y a tout un travail psychologique parce qu'il y a aussi un débriefing de ce qui a été fait par les professionnels, par l'hôpital. Comment vous vivez ça? D'autant plus que, si je reviens sur ce que Xavier disait au départ, ces patients, vous les connaissez depuis très longtemps. Quand on a un patient qui ne va pas bien, auquel on suspecte quelque chose, bon, on lui demande des examens complémentaires, on n'envoie pas chez le spécialiste d'emblée comme ça. Il faut quand même construire le dossier avant. Donc, quand on suspecte, par exemple, un cancer de la prostate, si on va parler de la prostate, il y a des signes avant-coureurs, donc on commence à pointer un peu l'oreille en se disant tiens, on va faire telle et telle recherche. Et souvent, quand les résultats tombent, ils arrivent chez nous, et donc, là, en général, l'annonce, c'est nous qui la faisons. Quand on envoie chez le spécialiste d'organes, alors ce que je dis toujours, la médecine générale, c'est un formidable métier parce que nous, on soigne un individu dans sa globalité. À côté, on a des médecines de spécialité clinique et d'organes, et eux, ils soignent un organe. Nous, on soigne vraiment une personne. C'est ce qui fait la grande différence entre la médecine générale et la médecine de spécialité, d'organes. Mais on n'est pas l'un contre l'autre, hein. On travaille vraiment ensemble. On a tous besoin les uns des autres. Souvent, quand les patients, je les envoie voir un spécialiste, ils connaissent déjà. Ils savent pourquoi je les envoie, parce que j'ai déjà plus ou moins étayé le diagnostic et souvent, ils s'en doutent. Donc, quand le spécialiste fait tomber la lame, le couperet, quelque part, le patient est déjà plus ou moins on voit quand même les mots que vous employez. La lame, le couperet. Non, mais c'est-à-dire, je me suis peut-être mal exprimé. Non, c'est parce que c'est exactement c'est dans la conscience. C'est le tsunami. Monde, Dans la tête de tout le monde, je crois. Bien sûr. Le cancer, c'est ce fameux crabe, c'est une saloperie et on meurt du cancer. Alors que maintenant, il y a beaucoup de cancers, on arrive même à en guérir. Il y a de plus en plus de cancers qui guérissent. Ça, faut pas l'oublier. Les recherches vont de plus en plus vite. On a beaucoup d'espoir sur la thérapie génique. Enfin, il y a des protocoles qui sortent tous les ans. D'ailleurs, les conférences de consensus de cancérologie sont les conférences de consensus où il y a le plus de nouveautés tous les ans. Ça travaille, il y a des recherches qui sont faites dans le monde entier. Donc moi, j'ai beaucoup d'espoir. Tous les ans, on a des moyennes de survie qui s'allongent de plus en plus. Mais pour en revenir à cette fameuse annonce, non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous dans le sens où souvent, les patients, avant d'aller voir le spécialiste, ils le savent. Ils ne sont pas idiots, nos patients. Ils se doutent. Quand on envoie, ils disent docteur, voilà. Donc oui, mais attendez, moi, tant que je n'ai pas tous les éléments, il faut être sûr d'avoir tous les éléments avant de vous annoncer ce diagnostic, quoi. Voilà. Mais souvent, ils s'en doutent. Ils s'en doutent ou alors ils sont dans le déni complet. Il y a ça aussi. Ouais, ça dépend des patients, ça dépend aussi de leur entourage, ça dépend ce qu'ils veulent entendre aussi, parce qu'il y en a qui veulent pas l'entendre et ils l'entendront peut-être jamais. Ça dépend, c'est beaucoup patient dépendant et l'entourage évidemment compte beaucoup. Au début du film, on voit Cristal, jouée par le rôle de Catherine Deneuve, la mère, qui, on comprend qu'elle est venue voir le professeur Gabriel Sarah avant et qu'elle s'est entretenue sur la santé de son fils. Est-ce que c'est des choses qui vous sont arrivées? Et deux, est-ce que ça se pratique comme ça finalement, Xavier? Alors, on en a parlé un petit peu avant. Moi, je crois que c'est la chose qui m'a le plus choqué parce que pour moi, quelque chose qui est de plus essentiel, c'est le secret médical. À partir du moment où la personne est majeure, sa santé ne concerne que sa personne. Donc on n'a pas le droit même dans un couple, moi j'ai régulièrement dans un couple l'épouse ou l'époux qui viennent me voir après une consultation en me disant bon alors qu'est-ce que vous avez dit à mon époux, qu'est-ce qu'il a, comment ça va se passer et tout. Je ne dis rien.
parce qu'il y a le secret médical, parce que voilà, l'époux n'a peut-être pas envie d'en parler à son épouse ou inversement. Et ça, c'est quelque chose qui est d'un respect absolu. Donc là, la maman qui a son fils qui a 39 ans, qui va avant voir le professeur pour lui parler. Enfin, moi, je sais pas, j'aurais été à la place du professeur, j'aurais dit, madame, la porte est là-bas, vous retournez dans vos... Voilà, s'il y a quelque chose, si quelqu'un doit vous annoncer quelque chose, c'est à votre fils de le dire. C'est pas à moi, je n'ai pas le droit. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a un peu choqué au début. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la vraie vie. Ensuite, je pense que moi, la façon dont le professeur Sarah travaille, moi, je rêverais de travailler comme ça. Enfin, il prend 1 heure par patient, il a le temps d'aller jouer de la guitare devant les patients, de faire ceci, de faire cela. Enfin, c'est extraordinaire. C'est chouette. Et je pense que... Bon, moi, je ne parle pas de la médecine générale, mais là, je parle pour un spécialiste. Vous allez voir en oncologie. Moi, je connais des oncologues. Ils ont une vie d'enfer, quoi. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de faire tout ça parce qu'il y a tellement de malades. On est dans un système actuellement, je ne sais pas, vous avez dû voir, on parle. Alors évidemment, il y a des élections présidentielles bientôt. Alors, tout de suite, quand il y a des élections présidentielles, on reparle un petit peu du monde médical qui est malade. Ça y est, à chaque fois, et dès que les élections sont passées, hop, on tourne la page, on pense à autre chose. Le monde de la santé est très très malade en France. Et le problème, c'est que vous, en tant que patient, vous devez le voir. Pour avoir des rendez-vous chez des spécialistes, pour avoir des rendez-vous, même maintenant chez votre médecin généraliste, c'est la croix et la bannière. En plus, là, il y a eu la situation de la Covid qui a fait qu'accélérer les choses. Mais ça, c'est un constat. Donc ça, la façon dont le patient est soigné et traité, c'est extraordinaire. Et je peux vous dire, c'est vraiment... c'est un monde idéal. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas tout à fait comme ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui aimeraient travailler comme ça. C'est notre rêve à tous, je pense. Alors, pour le film, parce que j'aime bien toujours continuer à parler du film, puisqu'on est dans un ciné-débat, Emmanuel Berco a été interpellé sur ça à Cannes, évidemment un petit peu attaqué sur le côté un peu utopique de son film. Et elle a bien précisé, d'autant plus qu'elle est fille de chirurgien, que son monde médical, tous les gestes sont respectés. Elle voulait une éthique complète dans les gestes médicaux. Ce monde médical n'existe pas. Elle s'est donné toute liberté dans son film. Par contre, le docteur Gabriel Sarra exerce comme ça. Alors, il n'exerce pas en France. Il exerce à New York, dans la clinique du Mont-Sinaï. Et voilà, c'est les États-Unis. Et renseignez-vous un peu sur Internet pour voir les tarifs de la clinique du Mont-Sinaï. Ce n'est pas l'hôpital de Beauvais, ni la clinique l'hôpital Tenon à Paris, enfin la PHP ou autre. Voilà, c'est vrai qu'on a, nous, une médecine. Elle n'est pas à 2 vitesses, notre médecine. Il n'y a pas de vitesse. Je pense qu'elle est un peu au point mort, on va être clair. Voilà. Alors, est-ce que dans la salle, vous voulez intervenir sur à la fois le film, à la fois cette consultation d'annonce, parler de votre propre retour à vous sur le cancer. Moi, j'ai aucun tabou à parler du cancer. C'est un mot qui ne me gêne pas de prononcer ce cancer. Je ne parlerai pas comme un médecin que je connais un peu, qui m'a raté sur pas loin, qui lui parle de bien ou de mal. Pour moi, en médecine, il n'y a pas de bien ou de mal. Chez un prêtre, ou chez un rabbin, ou chez un imam, il y a du bien ou du mal. Là, c'est de la religion. On parle de maladie. Donc la maladie, c'est un cancer. Donc si vous voulez partager avec nous, il y a un micro qui peut tourner dans la salle. Bonsoir, je m'appelle Nadia. Bonsoir. En fait, dans le film, effectivement, c'est une approche très philosophique, on va dire, de l'accompagnement vers la mort. Et tout à l'heure, vous disiez, il y a deux choses qu'on ne maîtrise pas dans notre existence, c'est la naissance et la mort. Et je pense qu'en fait, le film permet justement de voir qu'il y a aussi une 3e étape, c'est la survie. Et quand on est malade, on est un peu dans cette position de survie. D'accompagnement du traitement, l'accompagnement de la famille, notre accompagnement, savoir comment se positionner dans tout ça. Et c'était ça que moi je trouvais intéressant justement sur
à un moment donné, il le dit, le médecin le nomme, ou je ne sais plus, le patient le nomme, dit qu'il est en survie. Et même si on sait qu'on est condamné aussi, il y a toute cette étape, tout ce passage finalement, ce glissement vers la mort qui fait peur. Et vous, les médecins, quand voilà, vous êtes face à un patient qui a pris conscience et qui malgré tout voilà, a peur et dans la peur et tout, cette étape-là, comment on l'accompagne? Et vous disiez visiblement que vous n'êtes pas formé et que c'est finalement très, très subjectif à chacun de le travailler avec son patient. Voilà, je voulais partager un peu ça, lancer un peu des idées. Oui, merci. D'ailleurs, d'où le titre du film, De son vivant. C'est-à-dire que ce n'est pas un film sur la mort. C'est vraiment ce que voulait Emmanuel Berco, c'est faire un film sur la vie. Et c'est aussi la philosophie de Gabriel Sarra, c'est de rester vivant jusqu'au bout. Et ça, effectivement, c'est aussi le choix de tous les patients, même si, évidemment, la mort fait peur. Et évidemment, le plus tard possible, c'est le mieux. Mais là, on parle aussi dans le film du fait que, dès le début, on lui annonce aussi ce schéma de temps. On est tous confrontés à ça. Moi, je sais qu'en tant que patient, je ne suis pas certain que si on m'a donné des pourcentages. On m'a dit, voilà, j'ai 75% de risque de ne plus être là à la fin de l'année. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Mais par contre, parce que j'avais une forme agressive, mais par contre, j'aurais absolument pas supporté, je me connais suffisamment, psychologiquement, qu'on me dise, il vous reste tant de temps, ou à peu près une fourchette de temps statistiquement, parce que je me serais constamment basé là-dessus. Et ça, je trouve que c'est très, très casse-gueule, pour le coup. Je ne sais pas ce qu'en pense Xavier à ce niveau-là. Moi, vous savez, Bernard Tapie est décédé il n'y a pas très longtemps, et je suis tombé par hasard sur une de ses dernières interviews, et le journaliste lui demandait ouais, vous saviez que vous aviez un cancer, il avait un cancer qui était très agressif, il savait plus ou moins qu'il était condamné. Et Tapie lui répond ouais, moi j'étais quand j'allais faire mes cures de chimio, je discutais avec d'autres malades et tout, et souvent je tombais sur des malades qui avaient le moral à zéro parce qu'on leur avait dit voilà, vous avez 10% de chance d'en sortir et tout ça. Et Tapie leur disait mais attendez, mais les gars, même s'il y a 1%, battez-vous pour ce pourcentage-là. Et j'ai trouvé ça m'a fait un peu réfléchir. Je me suis dit mais oui. Voilà, on dit toujours en médecine, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est vrai que ce côté d'accompagnement, moi je le vis un peu comme ça. Je me dis, le patient il est là, donc il faut que je l'accompagne. Enfin, c'est pas vraiment de l'accompagnement, parce que l'accompagnement, ça y est, on baisse quelque part un peu les bras. Moi, tant que le patient est là, je me bats. Voilà, il faut, parce que rien que par respect pour lui, je pense que c'est important, parce que si vous êtes en face, et c'est ça quelque part dans le film, ça m'a plu un petit peu, la façon d'aborder les choses du professeur Sarra, qui a priori fait ça dans son exercice quotidien dans la vraie vie, c'est de pas accompagner, mais d'aller avec le patient. Et ça, je pense que c'est super important, parce que là je voyais, j'ai été confronté à cette problématique il n'y a rien que 3 semaines. J'ai perdu un patient on était pratiquement devenus amis, et donc il est décédé d'un cancer comme ça, d'un cancer hépatique. Et ça a été très dur pour moi quand j'ai dû lui annoncer, parce que c'est moi qui lui ai annoncé qu'il avait un cancer. Donc déjà, ça a été très compliqué, parce que c'était quelqu'un que je connaissais très très bien. Ensuite, je l'ai porté pendant 2 ans. Voilà, dès que ça n'allait pas, il m'appelait, parce que il allait au centre hospitalier, il allait au CHU Amiens faire ses chimios, mais donc quand il revenait, c'est si problème, appelez votre médecin traitant. Donc c'est vrai que j'allais régulièrement le voir, il m'appelait souvent, parce que entre les cures de chimio, ça se passe pas toujours bien.
Et puis, bon, un jour, j'ai reçu un courrier, c'était au mois de juin dernier, un courrier du CHU en disant, ben voilà, le dernier PET scan, c'est un scanner du corps entier où on surveille l'évolution des tumeurs, est très mauvais. Les tumeurs ont continué à progresser, donc toutes les possibilités de protocole de chimiothérapie sont épuisées. On ne peut plus rien pour votre patient, donc pour nous, maintenant, on le passe en soins palliatifs. Donc personne ne lui avait annoncé. Donc 15 jours après, ce patient m'appelle et me dit écoutez, docteur Envertin, je ne comprends pas, là, j'ai plus de nouvelles d'Amiens, ils me disent plus rien et tout, et moi je savais. Vous savez pourquoi il n'avait pas annoncé, enfin, pourquoi il... Donc je peux vous dire que déjà ça, c'est encore pire que l'annonce. Parce que l'annonce, bon, vous dites, voilà, moi ce que je dis aux patients, j'y vais un petit peu côté un peu, pas pas avec dérision, mais j'essaye toujours de prendre un petit peu le côté un peu humoristique en disant aux patients, je dis, bon allez, vous avez un cancer, ok, y a quand même maintenant, on guérit beaucoup de gens, on va y aller, écoutez, on va comparer ça à un match de boxe, vous montez sur le ring, moi je suis là, je suis votre entraîneur, c'est moi qui vous mets les gants, puis ce putain de cancer, on va lui taper dessus, puis on va gagner ensemble. Voilà. Moi, c'est un peu le discours que j'ai avec mes patients. Mais là, par contre, ce n'était pas l'annonce du cancer, c'était devoir lui annoncer qu'il n'y avait plus de thérapie possible, que là, ça y est, c'était terminé. Le chemin qu'on faisait ensemble, ben on arrivait à un carrefour où la route où on pouvait continuer, elle était fermée. Et ça a été... j'ai pas réussi à lui dire. J'avoue sincèrement, j'ai pas eu le courage de lui dire. Et 15 jours ou 3 semaines après, il a eu une complication, j'ai dû le réhospitaliser. Il est revenu. Et à ce moment-là, je l'ai su par son épouse qui m'a expliqué après. Donc il était vraiment pas bien, il m'appelle, donc je le vois. Et puis donc je lui donne un traitement pour essayer de le soulager. Et le patient me regarde droit dans les yeux, il me dit « Bon docteur, vous savez, vous, il n'y a plus rien. Le chemin se termine là. Vous êtes d'accord avec moi ?» Et je m'en veux maintenant parce que c'était quelqu'un qui était fort. Moi, j'ai pas été assez fort pour lui dire. Je lui ai dit à demi-mot oh, « Mais non, faut pas écouter, faut encore y croire. Je suis là, je suis à côté de vous. Et il m'a dit « Je suis abandonné, vous m'abandonnez. » Il était en colère après nous, après le monde médical. Et je lui ai dit « Non, non, on ne vous abandonne pas, on est toujours là, on est toujours là. » Et je n'ai pas réussi à lui dire, je n'ai pas eu le courage de lui dire « Écoutez, non, c'est fini. Maintenant, on va passer sur des soins purement de confort. » Et heureusement, vous allez trouver un peu c'est un peu dur ce que je veux dire. Heureusement, il a fait un malaise 3 jours après et il est décédé 4 jours après. Et ma hantise, c'était de devoir l'accompagner sur des soins palliatifs qui allaient être durs, on le sait, hein, avec le patient se dégrade, il a de plus en plus mal, on ne peut pas en passer à la morphine, il y a des soins d'escar, il se dégrade de plus en plus, il n'arrive plus à manger et tout ça. Et je redoutais ce moment. Et quelque part, je remercie un peu qu'il soit parti rapidement. Donc vous voyez, pour moi, dans le cancer, en fin de compte, il y a plusieurs phases où il y a l'annonce de la maladie, mais où je suis plutôt à avoir une annonce plutôt positive en disant aux patients, on a des thérapies, on va tout faire pour que vous en sortiez, même si, comme disait Bernard Tapie, même s'il y a 10%, ces 10%-là, on va essayer de les choper ensemble et on va se battre jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas 100% de décès sur votre cancer. Il y a quand même des gens qui s'en sortent. Et ce pourcentage-là, on va essayer de l'attraper ensemble. Mais après, c'est le côté où quand vous savez qu'il n'y a plus rien à faire et que de toute façon, la tumeur est en train de progresser, à un moment donné, de toute façon, c'est ce qui se passe aussi dans le film. Quand le professeur Sadra dit à Benoît Magimel, lui dit, ben voilà, là, on ne peut plus, on arrête. Votre scanner, il n'est pas bon, la tumeur continue de progresser, il n'y a plus rien qui marche. Là, je pense que pour moi, c'est le moment le plus dur. Voilà. C'est un petit peu... moi, c'est le ressenti que j'ai. Alors, effectivement, apprendre ça à des étudiants en médecine, je ne vois pas comment l'aborder, c'est du vécu. Moi, j'ai pratiquement 30 ans d'expérience derrière moi, de vécu médical, de soins. Et j'apprends tous les jours. Tous les jours, j'apprends parce que
c'est humain, on a des humains en face de nous, on a des individus, nous sommes tous différents. Donc on ne va pas... Là, donner des cours là-dessus, c'est faire rentrer des gens encore dans des cases. Non, on ne peut pas faire ça. Chaque médecin est différent et chaque patient est différent. Donc vous avez des milliards et des milliards de compositions possibles. On forme un duo. Ce que je dis à mes internes toujours, on forme un duo avec le patient. Moi, j'ai des patients qui sont venus me voir une fois, le courant n'est pas passé, je les ai vus qu'une fois. Je sentais qu'il n'y a pas le feeling. Je suis sûr que vous avez tous un médecin traitant dans la salle. Je pense. Non, il y a pas un médecin que vous traitez, hein, un médecin traitant. Voilà. Donc je pense que il y a quelque chose qui se passe entre vous et votre médecin. On est d'accord, non? Vous voyez, d'ailleurs, moi, ça me fait toujours sourire parce que parfois, bon, alors je ne parle pas de cancer, mais on a des situations très très complexes. La médecine générale, pour moi, c'est la médecine la plus compliquée à pratiquer parce qu'on doit tout savoir sur tout. Un cardiologue, vous lui demandez d'aller traiter un problème pneumologique, il va vous dire allez voir le pneumologue, moi c'est pas ma partie, voilà. Et souvent, on envoie, moi j'ai eu le cas à plusieurs reprises, des patients, des pathologies hyper rares, on les a envoyés, ils sont allés dans des CHU, sur Amiens, sur Rouen, on les envoie voir des grands spécialistes sur Paris. Le patient vient nous revoir, il nous dit qu'est-ce que vous en pensez, docteur, de tout ça? Moi, c'est votre avis qui compte. Les autres, je m'en fous. C'est votre avis. Alors que le truc, ça me dépasse. Je n'ai pas les compétences pour cette pathologie. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a un lien qui est vraiment très particulier. Et quelque part, le professeur Sarah, dans le film, il prend la place du médecin traitant, pour moi, à un moment donné. Effectivement. Je pense que c'est ça aussi. C'est pour ça que je voulais que mes intervenants soient des médecins généralistes. Le docteur Sarah n'agit pas comme les oncologues qu'on rencontre. Très clairement, c'est très rare parce qu'il prend l'humain dans sa globalité. Alors que à chaque fois que vous avez affaire à un spécialiste, il vous regarde même pas. Il traite un organe. Ouais, c'est son rôle, mais il ne faut pas qu'il oublie qu'au-dessus, il y a une tête. Il pourrait la regarder de temps en temps. Et je pense que le médecin traitant, c'est le médecin de famille. Enfin, on n'appelait pas ça médecin traitant, d'ailleurs, il y a encore peu de temps. Déjà, est-ce que vous vous imaginez dans la position, enfin dans la position de Benoît Magimel en fin de vie comme ça, est-ce que vous seriez prête, enfin pas prêt, mais je veux dire, est-ce que vous seriez content que votre médecin traitant, le médecin qui vous a suivi toute votre vie, soit là pour vous accompagner, pour être auprès de vous? Ça, c'est quelque chose, j'attends vos réponses un peu là-dessus, parce que c'est quelque chose, j'ai jamais eu l'occasion de discuter comme ça me fait plaisir ce soir, parce que on voit les gens en consultation, c'est toujours un peu compliqué de parler de ce genre de choses. Là, je ne vous connais pas, vous avez peut-être des pathologies, mais on n'est pas là pour parler de vos pathologies. Donc là, le bureau est ouvert, c'est super. Donc dites-moi un petit peu, vous, comment vous voyez les choses avec votre médecin traitant? Ça me ferait plaisir de savoir ça. Ils n'ont pas assez de temps, les médecins traitants, les consultations, c'est trop rapide. Vous êtes débordés, donc c'est ça le problème. Un quart d'heure, effectivement. Ça dépend des médecins aussi. Oui, effectivement, ça dépend des médecins. Voilà. Je crois. Je ne pense pas qu'un médecin puisse aller à l'hôpital voir chaque patient malade. Pourtant, le patient aimerait peut-être bien voir son médecin traitant, le voir, lui rendre une petite visite, mais je pense qu'avec l'emploi du temps que vous avez, c'est impossible. Effectivement. Et au début de ma carrière, je l'ai fait parce que j'avais il y avait un peu plus de médecins sur le terrain, on avait un peu plus de temps. Et il m'arrivait d'aller à l'hôpital à Beauvais, voir mes patients dans les services, leur faire un petit coucou, voir un petit peu comment ils allaient, puis en discuter avec mes collègues. Mais c'est vrai que maintenant, c'est irréalisable. Enfin, vous voyez, j'ai eu du mal à être à l'heure ce soir. Donc, c'est très, très compliqué. On a des emplois du temps. Ce que je vous disais tout à l'heure, le monde de la santé est malade. Moi, je me souviens, enfant, d'avoir été, par notre médecin de famille, emmené un soir tard dans sa voiture
et non pas une ambulance. Il m'a mis dans... Alors j'étais très, très jeune, hein, je devais avoir 7-8 ans, et mis dans une couverture, et j'ai été opéré le soir même à la clinique. C'est lui-même qui m'a emmené à la clinique me faire opérer par son pote, on va dire, hein, parce qu'il se connaissait. Voilà. Bon, là, c'est un peu Jean Gabin, quoi. Très clairement, tout ça, on est passé, quand on disait tout à l'heure que la médecine est malade, elle est même sacrément malade, parce qu'elle est à fond. Elle est à fond, on n'a plus suffisamment de médecins, les médecins sont à la fois débordés, manque de moyens. Encore à l'hôpital, Charline a vécu l'arrivée du Covid à l'hôpital, Xavier a vécu l'arrivée du Covid dans les cabinets. Vous avez pu le voir sur TF1 d'ailleurs, un peu en colère ce jour-là. Il n'y avait rien. Voilà. Donc quand il nous tombe une bombe sur la gueule, il n'y a pas de soldats, il n'y a rien, enfin il n'y a pas d'armée surtout. Et l'armée, c'est bien d'avoir une armée, mais quand on a une armée qui n'est pas armée, ça sert strictement à pas grand-chose. Et ça a été, le Covid a juste été le révélateur de ce qu'est aujourd'hui l'état des lieux. Je pense que là, effectivement, la médecine va mal. Alors, je pense que derrière, il y a de l'envie, du désir d'être comme ça. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous faites pour décompresser ? Parce que annoncer des mauvaises nouvelles, annoncer des choses qui ne sont pas gaies, et des fois, ce n'est pas que le cancer, bien évidemment, il y a plein d'autres choses. Comment on fait pour ne pas se péter une maladie et se retrouver chez un médecin soi-même le soir ? Moi, j'ai 2 petites astuces. La première, c'est purement personnel et c'est l'activité physique. Et la deuxième, je dirais que c'est d'en parler avec les collègues. Souvent, c'est vrai, quand je vois mes amis jeunes médecins qui ont fini l'internat ou qui sont encore en cours d'internat, c'est vrai qu'on passe nos soirées entières à parler de médecine. On fait que ça. Et bon, voilà. Donc moi, c'est mes soupapes de décompression, on va dire. J'ai la chance d'avoir une épouse qui est médecin, qui n'exerce pas. Donc je vide mon sac tous les soirs. Elle en a marre parfois parce que je rentre, je décompresse. C'est elle, ma soupape de décompression, la pauvre. Et puis j'ai aussi des activités. Heureusement, je pense que pour un médecin, c'est très important d'avoir des activités annexes. Parce que les médecins que je connais, je pense à un médecin, là, un copain qui est en burn-out actuellement, qui est en arrêt, qui ne va pas bien du tout. Il n'a que la médecine. Et à partir du moment où on n'a pas un truc à côté, c'est compliqué. Moi, j'ai une marotte, je suis médecin du sport et je suis président d'un club de sport et donc ça me prend du temps. Voilà, vous voyez, ce week-end, j'étais encore sur une compétition pendant 2 jours avec mes athlètes et tout. Je me vide la tête, là. C'est bien, je pense à autre chose. Mais il faut absolument qu'on ait quelque chose à côté parce qu'on ne tient pas le coup sinon. C'est pas possible. Moi, j'avais un copain qui était interne avec moi, qui a fait psychiatrie. Et les soirées, on n'allait plus avec lui parce que il parlait que de psychiatrie et il en est... il est devenu malade... il est tombé malade d'un point de vue psychiatrique, quoi. Donc, à un moment donné, il faut se protéger, quoi. Mais c'est très, très compliqué. Hein. C'est très compliqué. Parce que, quelque part aussi, là, il y a un gros souci dans le monde médical, c'est le burn-out des médecins. On a un gros problème, c'est que les patients déversent tous leurs problèmes à longueur de temps. On est là, quelque part, de 8h du matin jusqu'à 22h. On est là pour régler des problèmes. Vous venez avec vos problèmes et souvent, moi je vois, donc je suis médecin de famille. Là j'ai encore eu un cas cet après-midi. Voilà, c'est la grand-mère qui arrive et puis qui me déballe tout parce que ses enfants divorcent et elle est complètement ravagée. Ils se battent pour les enfants, ses petits-enfants et tout. Et elle m'a annoncé ça comme ça. Et moi, j'avais soigné son fils quand il était plus petit. Donc, je connais son fils. Je connais un petit peu les petits-enfants. Donc, voilà. Donc, ça secoue un peu. Donc, on ne sort pas indemne. On peut se dire, oui, voilà, elle m'a annoncé que
Voilà. Mais on connaît la famille, on connaît ça. Donc tout ça, ça s'accumule. Alors c'est pas grave, c'est qu'un divorce et ils vont se séparer et tout ça. Mais on reçoit ça. La mamie est très angoissée pour l'avenir de ses petits-enfants. Donc, vous voyez, donc on accumule ça à longueur de temps. Et nous, on n'a pas de déversoir quelque part. Et surtout, la grande maladie des médecins, et j'en discutais d'ailleurs avec une infirmière qui, pareil, était qui était pas bien ces derniers temps, parce qu'elle me disait, bah oui, on n'ose pas en parler, on n'a pas le droit de se montrer faible. On n'a pas le droit de montrer nos faiblesses parce que les gens comptent sur nous. Donc on n'a pas le droit d'être malade. Et c'est un gros problème. C'est qu'on n'a pas le droit on se sent obligé de ne pas être malade. D'ailleurs, j'ai eu la Covid, j'ai été pendant 5 jours absent. Et les patients ont été sidérés parce que j'ai la chance, j'ai vraiment une grande chance de jamais être malade. Ils ont été sidérés que j'ai pu être 5 jours absent et être malade. Je sais pas, on doit avoir l'image d'être immortel, indestructible, je sais pas. Et donc les gens, moi, me disaient, mais docteur, on fait comment? Vous n'êtes pas là? Je dis, je ne suis pas le bon Dieu, il y en a d'autres de médecins. Mais c'est quand même... Et on a ce poids sur les épaules. C'est compliqué. C'est très compliqué et c'est pour ça qu'il y a... on a eu un cas, mais c'est il y a une vingtaine d'années, d'un médecin qui avait une quarantaine d'années, cancer de la prostate, qui malheureusement a été diagnostiqué trop tard. Et donc qui malheureusement en est décédé. Et le problème, c'est qu'il n'a jamais voulu reconnaître qu'il était malade parce qu'il disait « je ne peux pas abandonner mes patients ». C'est terrible ça, c'est terrible. Donc voilà, on en est à ce point-là, quoi. C'est compliqué aussi pour nous. Je pense qu'on peut peut-être en rester là pour ce soir, parce que sinon on est parti pour la nuit. Si vous aimez les ciné-débats, n'hésitez pas à le faire savoir au CGR, qu'on va remercier. On va remercier également Studio Canal, parce que le film en avant-première, les avant-premières pour De son vivant, il n'y en a pas eu. Il n'y en a eu que dans les festivals, mais il n'y a pas eu d'avant-première de ce film. Donc on peut remercier Studio Canal et Emmanuel Berco au passage de nous avoir permis de faire cette avant-première à Beauvais. Le CGR, l'ANAMACAP qui est l'association des malades du cancer de la prostate, Radio Mercure qui nous accompagne également sur cette soirée. N'hésitez pas à faire passer le message pour ceux qui n'ont pas pu être là ce soir, parce que je pense qu'il s'est dit aussi des choses importantes sur le fait que des médecins généralistes, c'est un peu l'envers du décor, et c'est vrai qu'en général, dans leur cabinet, ils ne sont pas comme ça. Hein. Là, ils nous ont livré un peu les backstage, l'envers du décor. Et on a vu qu'on avait aussi affaire à des humains. Voilà, on vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être venu au CGR. Merci beaucoup. Merci. Au-dessus des vieux volcans. Comme vous le savez, je crois, il ne va pas revenir tout de suite. Sous le tapis du vent. Alors il m'a dit de vous dire qu'il pense à vous et qu'il croit en vous. Voyage, voyage, éternellement. Continuez d'apprendre, il a dit. Ne soyez pas sûr de vous. Essayez, osez, risquez, trompez-vous. N'ayez jamais peur d'être ridicule. Ne soyez pas prudents et bons élèves. Voyage, voyage. C'est tes derniers instants avec elle. Plus loin que La dernière fois que tu vois son sourire. Soyez généreux et authentiques. voyage La vie, elle va continuer l'un sans l'autre. dans l'espace inouï de l'amour. Faites confiance à votre jeunesse Voyage et à votre naïveté. Ayez des rêves et suivez-les. et jamais les rêves. Voilà. Là, il y a de la tendresse. N'ayez pas peur. Vivez chaque chose jusqu'au bout, intensément. Accomplissez-vous. Accomplissez-vous.